Avant d'examiner cette dernière conclusion, résumons l'histoire de cette nuit sans sommeil qui commença tout ce travail mémorable et que nous avons mise de côté au début parce qu'elle offrait des caractéristiques très spéciales. Je cite. « Un soir, déclare Poincaré, je pris du café noir et, contrairement à mon habitude, je ne pus m'endormir. Les idées surgissaient en foule. Je les sentais comme se heurter jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. » Fin de citation. Cet étrange phénomène est peut-être d'autant plus intéressant pour le psychologue qu'il est plus exceptionnel. Poincaré nous explique qu'en ce qui le concerne, il sent assez fréquemment coexister le moi conscient et le moi subconscient. Je cite. « Il me semble que, dans ces cas, on assiste soi-même à son propre travail inconscient, qui est devenu partiellement perceptible à la conscience surexcitée et qui n'a pas pour cela changé de nature. On se rend alors vaguement compte de ce qui distingue les deux mécanismes, ou si vous voulez, les méthodes de travail des deux moi. » Fin de citation. Mais ce fait extraordinaire de regarder passivement, comme de l'extérieur, l'évolution d'idées subconscientes me semble lui être très spécial. Je n'ai jamais expérimenté cette sensation merveilleuse et je n'ai jamais appris qu'elle soit arrivée à d'autres que lui. Ce qu'il raconte dans le reste de sa conférence est au contraire absolument général et arrive à tout chercheur qui découvre une solution. Ainsi, Gauss, à propos d'un théorème d'arithmétique qu'il avait essayé de démontrer pendant des années, écrit « Finalement, il y a 2 jours, j'ai réussi non à cause de mes pénibles efforts, mais par la grâce de Dieu. Comme en un éclair subit, l'énigme se trouva résolue. Je ne puis dire moi-même de quelle nature a été le fil conducteur reliant ce que je savais déjà à ce qui a rendu mon succès possible. » Fin de citation. Il est superflu de faire observer que ce qui m'est arrivé à mon brusque réveil est parfaitement analogue et est typique, car la solution qui m'a paru, premièrement, était sans aucun rapport avec mes tentatives des jours précédents, de sorte qu'elle n'aurait pu être élaborée par mon travail conscient antérieur. Deuxièmement, apparut sans aucun laps de temps pour la penser, si bref soit-il. Le même caractère de soudaineté et de spontanéité a été signalé quelques années auparavant par un autre grand érudit de la science contemporaine, Helmholtz, dans une conférence importante qu'il a prononcée en 1896. Depuis Helmholtz et Poincaré, ce caractère a été reconnu par les psychologues comme étant très général pour tous les genres d'inventions. Graham Wallace, dans Art of Thought, suggère de l'appeler illumination, cette illumination étant en général précédée par un stade d'incubation, pendant lequel l'étude semble complètement interrompue et le sujet abandonné. Une telle illumination est même mentionnée dans diverses réponses à l'enquête de l'enseignement mathématique. D'autres physiciens, comme Langevin, des chimistes comme Ostwald, nous disent l'avoir expérimenté. Dans des domaines très différents, citons 2 cas. L'un a attiré l'attention du psychologue Polyan, il s'agit d'une lettre célèbre de Mozart. Je cite. « Quand je me sens bien et que je suis de bonne humeur, ou que je voyage en voiture, ou que je me promène après un bon repas, ou dans la nuit quand je ne puis dormir, les pensées me viennent en foule et le plus aisément du monde. D'où et comment m'arrivent-elles ? Je n'en sais rien, je n'y suis pour rien. Celles qui me plaisent, je les garde dans ma tête et je les fredonne, à ce que du moins m'ont dit les autres. Une fois que je tiens mon air, un autre vient bientôt s'ajouter au premier, suivant les besoins de la composition totale, contrepoint, jeu des instruments, et tous ces morceaux finissent par former le pâté. Mon âme s'enflamme alors, si toutefois rien ne vient me déranger. L'œuvre grandit, je l'étends toujours et la rend de plus en plus distincte, et la composition finit par être tout entière achevée dans ma tête, bien qu'elle soit longue. Je l'embrasse ensuite d'un seul coup d'œil comme un beau tableau ou un joli garçon. Ce n'est pas successivement, dans le détail de ses parties, comme cela doit arriver plus tard, mais c'est tout entière dans son ensemble que mon imagination me l'a fait entendre. Comment maintenant, pendant mon travail, mes œuvres prennent la forme ou la manière qui caractérise Mozart et ne ressemble à celle d'aucun autre ? Cela arrive, ma foi, tout comme il se fait que mon nez est gros et crochu, le nez de Mozart enfin, et non celui d'une autre personne. Je ne vise pas à l'originalité et je serais bien embarrassé de définir ma manière. Il est tout naturel que les gens qui ont réellement un air particulier paraissent aussi différents les uns des autres au dehors qu'au dedans. » Fin de citation. On rapporte que l'imagination poétique était tout aussi spontanée chez Lamartine, qui se trouvait composer des vers instantanément, sans un seul moment de réflexion, et nous avons la déclaration des plus suggestives faite à la Société de philosophie par notre grand poète Paul Valéry. Je cite. « Dans ce processus, il y a 2 étapes. L'une, où celui qui fait son métier d'écrivain est traversé par une sorte d'éclair, car, enfin,
Cette vie intellectuelle et non passive se compose de fragments. Elle est, en quelque sorte, formée d'éléments très brefs, mais qui sont très riches, qui n'éclairent pas tout l'esprit, qui lui indiquent, au contraire, qu'il y a des formes tout à fait neuves dont il est sûr qu'il les possédera par un certain travail. Ce que j'ai observé quelquefois, c'est l'arrivée d'une sensation de l'esprit, d'une lueur, non pas d'une lueur éclairante, mais fulgurante. Elle avertit, elle désigne beaucoup plus qu'elle n'éclaire et, en somme, elle est elle-même une énigme qui porte avec elle l'assurance qu'elle peut être différée. On dit « je vois et puis demain je verrai ensuite ». Un fait se produit, une sensibilisation spéciale, bientôt on ira dans la chambre noire et l'on verra apparaître l'image. Je ne vous garantis pas que ceci soit très bien décrit, car c'est extrêmement difficile à décrire. Fin de citation. De même, comme l'a noté Catherine Patrick, le poète anglais Haussmann, dans une conférence prononcée à Cambridge, décrit également cette création spontanée et presque involontaire, alternant pour finir avec l'effort conscient. Des observations similaires se font même dans la vie ordinaire. N'arrive-t-il pas fréquemment que le nom d'une personne ou d'un endroit qu'on a vainement cherché revienne quand on n'y pense plus ? Que ce fait soit plus analogue au processus d'invention qu'on ne le croirait à première vue se voit par une remarque de Rémy de Gourmont. Il note que le mot juste pour exprimer une idée se découvre souvent de la même manière après une longue et infructueuse recherche, c'est-à-dire au moment où l'on pense à quelque chose d'autre. Ce cas est intéressant car il présente un caractère intermédiaire, visiblement analogue au précédent et appartenant néanmoins déjà au processus de l'invention. Non moins analogue à l'observation ci-dessus est le proverbe bien connu « La nuit porte conseil ». On peut, là encore, considérer cela comme appartenant au domaine de l'invention si nous suivons les philosophes modernes et prenons le mot « invention » dans un sens large, ainsi que nous l'avons dit dans l'introduction.